Bonjour à tous, je vous propose de démarrer. J'espère que vous m'entendez tous bien et j'espère surtout que vous allez bien malgré cette tourmente sanitaire. J'ai d'ailleurs une pensée particulière pour tous les parents qui travaillent à domicile et pour vous tous qui êtes probablement confinés chez vous. J'espère que ce webinaire va vous faire du bien. Ce sera peut-être une respiration au cœur du confinement. En tous les cas, c'est ce qu'on souhaite chez Planète Urgence. C'est assez émouvant de vous voir toutes vos petites têtes qui sont probablement un peu partout en France et dans le monde. Donc, merci beaucoup d'avoir souhaité rejoindre ce webinaire. Moi, je suis Amandine Hersan, je suis directrice générale de l'association Planète Urgence. C'est une association qui existe depuis 20 ans. En fait, notre anniversaire, un grand anniversaire cette année, est une ONG de solidarité internationale. On est sur une quinzaine de pays d'intervention. Et je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui connaissaient l'association un peu plus en détail. De mon côté, j'ai un parcours hybride. J'ai travaillé dans une grande entreprise, dans un fonds d'intérêt général et puis dans une association. Et oui, c'est possible de faire ces parcours un peu différents. Et j'ai une expérience un peu plus spécifique sur l'inclusion des personnes les plus fragiles et sur les pratiques d'alimentation durable. Alors, je suis aujourd'hui accompagnée par René, notre délégué national au Cameroun. René, est-ce que tu nous entends ? René, est-ce que tu nous entends ? Voilà. Oui, je vous entends très bien. Voilà. Moi, bonjour, je suis René Nunga. Je voudrais avant tout avoir une pensée et solliciter une union de prière pour les victimes du Covid-19, cette pandémie qui a déjà fait 10 morts au Cameroun et près de 700 cas enregistrés. Je suis délégué national de Planète Urgence au Cameroun, titulaire d'un DSS en sciences forestières, option agroforesterie, et travaille dans les organisations nationales et internationales du secteur forêt, environnement et développement depuis une quinzaine d'années, dont 10 à Planète Urgence. Comme collaborateur à la délégation Cameroun créée depuis 2004, j'ai Jean-Claude Tchatchouan, expert en agroforesterie, chargé du programme environnement et développement, et Théo Despernay, volontaire français en service civique. Cette équipe accompagne la mise en œuvre des projets de la vingtaine de partenaires locaux, dont le projet phare que je m'en vais à vous présenter. Peut-être, effectivement, il y a Jean-Claude, je crois qu'il n'est pas loin de toi, René. On pourra aussi le montrer à tous nos participants. Je salue également Héloïse, Muriel et Marco qui ont œuvré à la préparation de cette conférence. Donc, merci à eux pour tout leur soutien pour que cette conférence soit possible. Héloïse peut être à votre disposition par le chat si vous avez des questions particulières. Sur la partie technique. Donc, n'hésitez pas à spécifier une demande à Héloïse si c'est le cas pour vous. À l'agenda aujourd'hui, donc un moment de respiration et de réflexion. On est au cœur d'une crise inédite. Donc, comme l'a dit René, c'est le cas en France, mais c'est le cas aussi partout dans le monde. Et on s'est dit que c'était essentiel de regarder plus loin et de réfléchir aux solutions concrètes pour préparer le monde d'après. Donc, on va vous proposer une rapide revue des enjeux environnementaux pour remettre les choses en perspective. On va surtout découvrir grâce à René un projet qui mêle des solutions environnementales et économiques. Et puis, on vous proposera un temps de questions-réponses à la fin. Et quand je dis vous, vous êtes 150 inscrits. Donc, je vois que les connexions augmentent régulièrement. Vous êtes des amis de l'association, des partenaires, des curieux, des érudits, des passionnés. En tous les cas, qui que vous soyez, on est ravis de passer ce temps avec vous et on vous souhaite la bienvenue. Donc, sur ce webinaire, on va vous proposer quelques bonnes pratiques et quelques règles. D'un point de vue technique, on espère que la connexion avec le Cameroun sera suffisamment solide. Sinon, on s'adaptera, mais on a fait des tests et ça fonctionnait très bien. Donc, croisons les doigts. Vous avez aussi votre micro coupé à l'arrivée. C'est possible de poser toutes vos questions dans le chat. Donc, c'est en bas à droite de votre écran. Il y a une partie conversation.
sur lesquels vous pouvez poser vos questions, soit les questions techniques directement à Héloïse, soit à tous. Alors, on va être tenté d'y répondre au maximum. Je vous prie de nous excuser si on n'arrive pas à être exhaustif. On essaiera derrière de répondre aux questions spécifiques s'il y en a qui ont été posées auxquelles nous n'avons pas pu répondre. Et on vous enverra le support de présentation à la fin. Et puis, pour les fans des canaux digitaux qui veulent poster leurs découvertes du jour sur les réseaux, n'hésitez pas sur Twitter @PlanèteUrgence. Alors, démarrons maintenant ce webinaire. Et pour démarrer, on vous propose de s'émerveiller. S'émerveiller sur la magie des forêts, cette ressource naturelle incroyable. Alors, une forêt, déjà, c'est quoi? Comment est-ce qu'on la définit? Une forêt, c'est un écosystème qui est composé d'arbres d'une hauteur de 3 mètres minimum sur plus de 1 demi-hectare. Alors, des arbres, oui, mais pas que. Puisque la forêt, c'est un vrai écosystème qui est complexe, qui est précieux. Dans la forêt, il va y avoir 80% de la biodiversité animale et végétale mondiale qui y vit. Donc, c'est un réseau et une richesse formidable. Et puis, cette biodiversité et ces ressources naturelles sont une source de revenus pour 20% des communautés dans les pays en développement. Nous, on le voit sur tous nos pays d'intervention. À chaque fois, l'homme et l'arbre sont extrêmement connectés et c'est essentiel de prendre l'homme en charge en même temps qu'on prend la forêt, qu'on protège la forêt. La forêt joue aussi un rôle prépondérant dans le climat puisqu'elle régule le cycle de l'eau et elle constitue le deuxième puits de carbone après les océans. Donc, puits de carbone, d'abord l'océan, ensuite la forêt. Ces puits-là permettent d'absorber une partie des émissions de GES, donc de gaz à effet de serre, que nous relâchons tous les jours dans l'atmosphère. Magie de la forêt, ça c'est sûr. Après, magie qui est menacée, extrêmement menacée, et on ne pouvait pas vous parler de forêt sans vous parler des enjeux que l'on voit nous tous les jours sur le terrain. Donc, tous les ans, il faut savoir qu'on perd à peu près 13 millions d'hectares de forêt. C'est la taille de la Belgique qui est liée en grande partie à la déforestation. Et puis, cette déforestation, on le sait, c'est une des raisons de l'accélération du dérèglement climatique. Donc, juste après l'utilisation massive des énergies fossiles, la deuxième raison de l'accélération du dérèglement climatique, c'est la déforestation. Or, ce dérèglement nous amène aujourd'hui à une température d'environ plus 1,1 degré. Les experts nous disent même qu'on sera arrivé à plus 1,2 degré. Donc, cette température, et on sait qu'il continuera à augmenter avec des impacts sur les populations désastreux et notamment sur les régions sur lesquelles Planète Urgence travaille, donc les régions tropicales. Et la forêt peut là aussi avoir un rôle très important à jouer en tant que barrière protectrice au dérèglement climatique. Bon, je vous ai parlé de situations critiques et ça fait partie de la réalité qu'on a en tête. La bonne nouvelle tout de même, c'est qu'on connaît les causes de la déforestation. Et l'autre bonne nouvelle, c'est qu'elles viennent quasi exclusivement des activités humaines. Donc, bonne nouvelle, oui, parce que ça veut dire qu'on peut agir. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la déforestation, c'est à 80% dû, en fonction des pays, à des techniques agricoles. Si on prend l'exemple du Cameroun, sur lequel on va aller dans très peu de temps, c'est un des 10 fronts majeurs de déforestation enregistrés dans le monde ces dernières années. Ils ont perdu à peu près 57 000 hectares de forêts primaires en 2019. Donc, forêts primaires, ce sont les forêts vierges qui n'ont été quasiment pas touchées par l'homme. Et dans ce pays en particulier, la déforestation, elle est liée principalement à la surexploitation du bois et au développement d'une agriculture industrielle extensive sur l'EVA, donc l'arbre à caoutchouc qui va venir nous fournir, par exemple, sur les pneus, et sur l'huile de palme, notamment. Donc voilà, des techniques agricoles qui ont un impact direct sur les forêts. La question qui va nous rassembler aujourd'hui et qui nous anime, nous, chez Planète Urgence, c'est quelles sont les solutions que nous pouvons mettre en place pour donner aux hommes les capacités d'agir. Et ça, c'est le travail qu'essaye de faire Planète Urgence, que chaque personne qui soutient et chaque volontaire qui aide aussi l'association a en tête. Notre objectif, c'est de renforcer les solidarités pour une planète durable. Là où on est convaincu, c'est que la planète, elle continuera à exister sans les hommes,
que la planète, elle était là avant nous, elle sera là probablement après nous. Et donc l'enjeu, c'est comment est-ce que l'homme continue à vivre sur cette planète. Comment est-ce que l'homme arrive à agir en étant en cohérence avec les enjeux environnementaux et puis en pouvant continuer à vivre dignement dans son écosystème. Et donc, on y répond chez Planète Urgence avec une réponse qui n'est pas une réponse simple parce que la problématique est complexe. Donc, on va travailler sur plusieurs leviers. Quand on plante un arbre, ça ne suffit pas. Il faut qu'on arrive à reconstituer des écosystèmes et à y mettre la solidarité au cœur. Du coup, on fait 3 choses différentes. La première, c'est qu'on sensibilise à l'environnement. Donc, on travaille beaucoup avec les écoles et notamment sur la région du Cameroun, on fait du travail au niveau de l'éducation. On fait aussi de la préservation directe des forêts et de leur biodiversité. Et puis, on travaille sur les capacités économiques et le développement local, et notamment avec de l'apport de compétences et du volontariat. Notre objectif, c'est de répondre aux enjeux du développement durable globaux, aux enjeux globaux du développement durable, ce qui s'appelle les ODD, Objectifs du développement durable. Donc l'enjeu, c'est vraiment de pouvoir, à travers une multitude d'actions, être en capacité d'aider les communautés à être elles-mêmes acteurs de leur propre environnement. Voilà, ça c'était la vision globale. Mais je pense que la meilleure façon de comprendre comment ça se met réellement en place, c'est que René nous parler d'un des programmes au Cameroun. Merci. Voilà, je me suis déjà présenté et je vais tout de suite, comme ceci, vous amener dans le parc national de la Benue. Bienvenue donc dans les cascades et maillots à hippopotame de l'écosystème du parc national de la Benue, qui est la zone de mise en œuvre de notre projet. Il faut d'entrée de jeu relever pour le déplorer que le Cameroun est l'un des 10 pays majeurs, comme l'a dit Amandine, de déforestation enregistrée en 2018 avec une perte de 57 935 hectares de forêt primaire, selon Global Forest Watch. Cette surexploitation du bois, mêlée au développement d'une agriculture industrielle intensive, contribue massivement à la déforestation. Cette situation menace la richesse de la biodiversité de cette zone et les moyens d'existence des communautés qui en dépendent. Dans ce contexte, donc, le gouvernement camerounais s'est engagé à restaurer environ 12 millions d'hectares de forêt à l'horizon 2030 et s'inscrit là à l'initiative pour la restauration des paysages forestiers africains par la plantation de 100 millions d'arbres, en abrégé FR100. Le parc de la Benue, classé comme réserve de biosphère de l'UNESCO, est situé à 1000 km de Yaoundé, dans le département du Mayorais, dans la région du Nord. Une région qui constitue, avec celle de l'extrême nord, un enjeu important de conservation de la nature en Afrique centrale. Avec ses 180 000 hectares de superficie, ce parc abrite une faune extrêmement variée. On peut y trouver des babouins, l'élan de Derby qui est notre symbole. D'ailleurs, on trouve le buste sur la pièce de monnaie, cet élan de Derby. On y trouve des phacochères, des antilopes, des hippotraques, du buffle, des singes, des hyènes, ainsi que des lions, de la girafe, du rhinocéros. Les hippopotames, les crocodiles et les oiseaux d'eau douce y trouvent des lieux propices à leur survie. Autour du parc de la Benue, il existe 8 zones d'intérêt synergétique, dont 2, la zone 1 et 4, ont été rétrocédées aux populations locales. Au sein de ces deux zones, dont la zone 1 et zone 4, on trouve 7 corridors de migration des animaux vers 3 parcs nationaux que sont le parc national de la Benue, le parc national du Faro et le parc national de Bombandida.
Le climat ici est de type soudano-sahélien à 2 saisons avec des températures pouvant aller à plus de 40 degrés Celsius. Ces dernières années, particulièrement en 2011 et 2012, la région du Nord a subi des épisodes de sécheresse et d'inondation ayant causé des pertes en vies humaines et d'importants dégâts matériels et des milliers de sinistrés. Ça, c'est selon les observations du PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement. Les effets du changement climatique dans et autour du parc national de la Benue se manifestent notamment par la dégradation des sols et l'assèchement des cours d'eau, notamment du fait des températures élevées en saison sèche. Sans mesures adéquates, les zones actuellement les plus menacées par le changement climatique et donc les phénomènes extrêmes et la désertification le seront davantage, risquant ainsi d'aggraver le niveau de pauvreté au sein des communautés locales. Aujourd'hui, le parc fait face à de nombreuses menaces telles que l'orpaillage illégal, le braconnage et l'empiètement des surfaces agricoles et le pâturage. Ces impacts sur le milieu et l'homme se sont accentués avec la paupérisation des populations dont plusieurs milliers arrivent de l'extrême nord, fuyant les exactions de la secte islamique Boko Haram qui sévit dans cette région depuis 2012. Ce contexte aura permis à l'association locale et Planète Urgence, une ONG locale qui s'appelle le CERAP Nord, Centre des ressources agroforestières, forestiers et de formation continue, de penser à apporter une contribution à l'amélioration des conditions de vie des populations par l'inversion de la tendance à la dégradation de la nature. L'approche qui avait été identifiée est celle de la mise en place d'un système agroforestier avec une espèce à forte valeur économique et écologique qu'est l'anacarde. Beaucoup d'entre vous vont certainement se demander qu'est-ce que c'est que l'anacarde? Eh bien, c'est ce fruit charnu, encore appelé or gris, qui produit une graine appelée la noix de cajou, que beaucoup consomment en France et partout dans le monde, et aussi une pomme de cajou pouvant être consommée en fruit ou transformée en jus ou confiture. Sa valeur économique n'est plus à démontrer. Il apportera à chacun de nos producteurs un revenu supplémentaire d'environ 350 000 francs CFA, de l'ordre de 530 € par saison, somme pouvant contribuer à la scolarisation des enfants et à l'acquisition de produits de première nécessité dans une zone où le taux de scolarisation est très faible. Le Cameroun, admis dans le top 10 des producteurs africains, entend d'ailleurs occuper le toit du monde dans la plantation de 10 millions d'arbres sur 100 000 hectares d'ici 2021. Notre projet va certainement, comme l'a dit Amandine dans la vision de Planète Urgence, va certainement contribuer à 3 objectifs du développement durable, dont l'objectif 1, pour réduire la pauvreté, l'objectif 13, pour mesurer la mesure relative à la lutte contre les changements climatiques, et notamment l'objectif 15 sur l'énergie, pour la réduction de l'énergie liée à la dégradation du milieu naturel et mettre un terme à l'appauvrissement de la biodiversité. Notre projet est mis en œuvre autour de 5 activités et nous avons, durant 2019, dans le projet pilote que nous avons lancé autour du parc de la Benue, mis en œuvre 5 activités, je l'ai dit. La première a été de préparer la semence, le terrain et de mettre en place 5 pépinières. Une pépinière centrale, une pépinière individuelle
et 3 pépinières communautaires. Et nous devions ensuite faire le suivi de la pépinière pour produire ces plants. Vous voyez d'ailleurs en image l'extrait de quelques pépinières que nous avons filmées. L'activité 2 de notre projet était d'amener les populations de la zone du projet à s'intéresser à la filière anacarde. Nous sommes projetés de contacter environ 400 producteurs et à la fin, nous avons pu mobiliser 524 producteurs pour la mise en place des vergers à anacarde, avec une plus-value de plus de 124 producteurs. En image, quelques réunions de sensibilisation des producteurs dans les localités. Comme activité 3, il était question de distribuer ces plants produits en pépinière aux producteurs concernés par le projet. Et la cible était de produire 40 000 plants d'anacardier et les distribuer à environ 400 producteurs. Mais comme je l'ai dit, nous avons atteint 524 producteurs, mais malheureusement, nous n'avons pu obtenir sur environ 45 000 plants mis en terre que 32 829 plants qui ont été distribués à 524 producteurs. Ceci était lié à certaines pertes en pépinière dues à certaines attaques, mais nous avons tiré des leçons pour améliorer dans le développement du projet. Comme objectif 4, après avoir mis en pépinière les plants, pendant que les plants poussaient en pépinière, les équipes du CERAF sur le terrain se sont attelées à aller dans les villages et sensibiliser les populations dans le suivi des vergers et les accompagner sur les techniques de production et de mise en terre des plants dans les vergers. Et sur les 524 producteurs qui devaient être sensibilisés, nous avons pu former 24 agents vulgarisateurs. Ce sont eux qui devaient par la suite entretenir, accompagner au quotidien ces paysans qui ont reçu des plants à des techniques de mise en terre des plants et autres conseils à prodiguer à ces producteurs. 280 producteurs ont été accompagnés aux meilleures techniques de plantation, de même que ces 280 ont été sensibilisés au suivi des vergers et accompagnés dans la structuration des communautés. Malheureusement, nous n'avons pas pu également sensibiliser tous les 400 producteurs, mais les agents vulgarisateurs pourront progressivement continuer ce travail. Ceci a été dû au manque de moyens pour mobiliser davantage de personnes pour aller dans ces différents villages, dans ces différentes parcelles, pour les sensibiliser. Comme 5e activité, il avait été question pour nous d'essayer d'avoir en image la distribution spatiale de l'espace de reboisement que le projet a mis en place. Ceci nous a amené à aller vers les villages et de prendre les points GPS de ces différentes parcelles. Et malheureusement encore, nous n'avons pas pu couvrir ces 400 parcelles. Nous avons fait des échantillons représentatifs de près de 262 parcelles villageois. Tout ceci à cause des moyens liés à l'acquisition du GPS et la mobilisation des volontaires pour collecter ces données. Voilà. Donc, le projet a voulu susciter également l'implication dans la culture de l'anacarde, impliquer les femmes dans une région où majoritairement musulmane, où les femmes sont particulièrement dévouées aux tâches de ménage et seuls les hommes prennent part aux activités économiques. Le travail de sensibilisation mené par le projet a permis de mobiliser 51 femmes qui ont acquis leur plantation, dont 9 producteurs dans la zone d'intérêt synergétique 1, 4
producteurs dans le ZIC 4 et 18% de producteurs au niveau du sud du parc. Tout ceci fait, dans notre projet pilote de 2019, nous avons globalement mis en place 5 pépinières, je l'ai dit plus haut, qui ont permis de produire 32 829 plants qui ont été distribués à 524 producteurs intéressés et identifiés sur les 400 qui ont été attendus. Des missions d'évaluation interne et externe conduites par le CERAF et Planète Urgence à travers les visites des parcelles, les réunions avec les communautés et le conservateur du parc national de la Benue ont permis de tirer des leçons du projet pilote 2019. Des besoins de plantation d'arbres forestiers pour restaurer dans le parc, l'habitat de la faune détruit par les feux de brousse et autres activités anthropiques ont été exprimés par le conservateur. De même que plus de villages et d'anciens producteurs et de nouveaux producteurs sollicitent davantage de plans d'anacardie. Ces besoins nous ont permis de penser à passer de la phase pilote au développement du projet proprement dit sur 3 ans à l'horizon 2020-2022 avec la plantation à terme de 235 arbres, dont au moins 235 000 arbres, autant pour moi, dont au moins 10 000 à l'intérieur du parc. Il sera question d'ici d'accentuer la diversité des plantations d'anacardiers, d'arbres fruitiers, d'essences indigènes à fort usage pour les riverains, du bois de chauffe, du bois de fourrage aérien ou du bois à usage thérapeutique. Mesdames et messieurs, voilà ainsi présentée la phase pilote 2019 du projet phare et les perspectives 2020-2022 de notre développement du projet. Thank you for your kind attention. Merci René, merci beaucoup. Je tiens aussi à remercier Jean-Claude qui est à côté de toi et qui est un acteur clé du projet. Ce qui est intéressant pour moi, c'est qu'on a eu un projet. Voilà. Bonjour Jean-Claude. C'est un projet qui est un projet typique de Planète Urgence où on démarre sur la compréhension d'un besoin. Donc là, on est sur le parc de la Benue avec une très très forte pression des populations qui a un impact très important sur un écosystème. Et donc, il y a un besoin de protéger l'écosystème tout en travaillant fortement avec les communautés. Donc, 2019 a vraiment été une première ouverture pour regarder comment est-ce que les communautés réagissaient par rapport à l'idée de ce projet-là, pour regarder ce qui fonctionnait moins bien, là où il fallait qu'on puisse potentiellement améliorer. Et une fois qu'on en a appris le maximum, démarrer sur un projet beaucoup plus long terme. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'anacardier, une fois qu'il aura poussé, donc là on voit vraiment les plants qui sont à petite taille, mais il fera 10 mètres de hauteur, 6 mètres de largeur et il donnera ses premiers fruits au bout de 3 ans avec une production qui sera optimale au bout de 7 à 8 ans. Donc, il y a une question du temps qui est très importante dans les projets de reforestation. Donc, tous les projets pilotes qu'on a sur du démarrage, c'est vraiment du ressenti sur est-ce que les communautés sont intéressées, est-ce que ça donne bien au niveau des pépinières, au niveau des plants, au niveau des semis, pour qu'on puisse derrière être en capacité de passer à l'échelle, mais avec une dimension de temps qui est extrêmement longue par rapport à un projet classique et par rapport au temps des hommes. Quand on voit qu'un confinement sur quelques mois nous perturbe complètement, là on se dit l'arbre, il est au même endroit pendant des dizaines, voire des centaines d'années. Et donc la question du temps n'est pas du tout la même. Donc j'espère que vous l'avez compris, quand on parle de projet chez Planète Urgence, on parle de planter des arbres, mais il se cache tellement d'autres choses derrière. L'idée, c'est vraiment de renforcer tout un écosystème. Et puis la partie d'arbres n'est qu'une petite partie du travail réalisé. Le gros travail, c'est avec les communautés locales. Si elles ne sont pas engagées dans les projets, on n'arrivera à rien faire.
Donc, il y a vraiment un gros travail de sensibilisation et de travailler avec et pour les communautés. Dans le cas du Cameroun, moi, ce qui marque, c'est les très forts enjeux d'aménagement du territoire. Parce qu'il y a une pression des populations qui est extrêmement forte et un énorme enjeu de paupérisation. Je crois, René, qu'on est à 76% de taux de pauvreté sur cette région. Donc, il y a un enjeu économique fort et effectivement, s'il n'y a pas de solution, pour pouvoir survivre, les populations ont besoin de trouver des revenus et donc l'arbre et la forêt existante est un revenu plus simple, plus facile. Donc, si on est en capacité, nous, de leur trouver un revenu complémentaire, il y a vraiment tout à gagner sur ce travail. Donc, on n'a pas parlé de financement pendant toute la durée du projet et je sais que c'est une question qui sera posée, donc on vous le dit tout de suite. En 2019, c'est un projet qui était où on a levé 40 000 euros pour financer ce démarrage-là, notamment avec l'opération 1 euro égale 1 arbre que vous connaissez peut-être. Je tiens à remercier l'entreprise Sodepac International qui nous a soutenus sur ce démarrage de projet en 2019. Et puis, les donateurs individuels qui ont donné à leur mesure 1 euro pour planter un arbre. Et derrière l'arbre, nous, on travaille sur tous les autres aspects que vous avez vus. Pour 2020-2022, on a un budget à peu près de 245 000 euros qui correspond aux 245 000 arbres dont parlait René. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire sur la partie budgétaire. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on rentre un peu plus dans les questions, que vous puissiez partager toutes vos questions que vous pouvez avoir sur le programme et sur Planète Urgence potentiellement. Donc on peut se donner 10-15 minutes si vous avez des questions. J'en ai une qui arrive. Est-ce que la plantation de l'anacarde nécessite beaucoup d'eau? Alors René, tu es en muet. Je t'active. Ok. Vous m'entendez? C'est bon, on t'entend très bien. Voilà, d'accord. Est-ce que la plantation d'anacardier nécessite beaucoup d'eau? En fait, c'est une espèce qui est adaptée aux zones arides, aux zones sahéliennes, beaucoup plus. C'est une espèce, oui, on aura besoin de beaucoup d'eau en pépinière pour faire pousser les plants. Mais on a une période de mise en terre. Si on rate cette période, on sera obligé d'accompagner, de pousser les plants par l'effet d'arrosage. Donc, on doit planter autour de mars et avril, normalement, au plus tard fin avril. On finit en pépinière, on lance les plantations autour de mai-juin. Donc, passé cette période de juin, si on retarde avec la mise en terre des plants, alors on aura des soucis d'autonomisation des plants lorsqu'ils sont mis en terre. Donc, il faut passer, parce que notamment la saison de pluie va certainement commencer, la saison de pluie va certainement commencer un peu plus tard, mais il faut absolument mettre les plants en terre autour de fin mai, mi-juin et fin juin au total. Donc, du coup, oui, ça a besoin d'eau au niveau des pépinières, mais lorsque les plants sont mis en terre à temps, ils prennent leur autonomisation et n'ont plus forcément besoin de beaucoup d'eau. On a une autre question, René, autour du lien entre les anacardiers, donc il y a une valeur économique pour les communautés, et la faune, parce qu'on a dit que c'était un passage de corridor entre plusieurs parcs pour que la faune puisse évoluer, avoir un habitat qui soit élargi. Donc, en quoi les plants d'anacardier vont devenir potentiellement demain des corridors de passage de la biodiversité? Généralement, il est question avec ce projet aussi, parce que je l'ai dit, dans les ZIC 1 et 4 qui ont été rétrocédés par l'État pour une gestion communautaire, dans ces zones-là se trouvent 7 corridors de passage des animaux pour le complexe des 3 parcs Faro, Boubadita et Benoué. Et il était donc question, puisque les populations ont pratiquement occupé ces corridors, de détourner leur attention et de faire concentrer leur attention autour des champs d'anacardie. C'est un peu l'objectif. Il n'est pas question ici de prendre
de l'anacarde et aller reboiser sur les corridors. Donc, on reboise dans les plantations de paysans pour détourner un peu leur attention et les concentrer dans leur champ, à occuper de leur champ avec les espèces d'anacarde. C'est un peu ça le lien. Et je pense que c'est très important de reprendre un peu de perspective sur le lien entre déforestation et reforestation. Quand on plante un arbre, ça peut être soit pour effectivement reforester des zones qui sont à restaurer sur des forêts initiales, et donc il faut réussir à préserver. Quand on plante un arbre, ça peut être aussi un levier pour éviter la déforestation à côté. Et dans nos projets, effectivement, la valeur symbolique, c'est planter l'arbre, mais l'enjeu massif qu'on a, c'est d'éviter la déforestation. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a les 13 millions d'hectares de forêt qui disparaissent tous les ans. Et malheureusement, c'est un chiffre qui n'évolue que très peu et qui ne baisse pas. 13 millions d'hectares, donc c'est la taille de la Belgique qui disparaît. Ça, c'est toute une biodiversité qui part, c'est toute une capacité de réduction de l'érosion des sols qui part, c'est la captation de l'eau et donc du cycle de l'eau qui va avoir un impact sur le changement climatique derrière, c'est du carbone qui est relâché dans l'atmosphère. Donc l'enjeu principal, c'est d'éviter au maximum la déforestation. Et donc, on peut reforester une partie, c'est très bien de reforester, mais il faut surtout aussi s'occuper de limiter la déforestation. Il y a beaucoup de questions. J'aurais une question sur les pesticides, par exemple. Oui, vas-y. Voilà, on demande, je crois, demande, est-ce que nous utilisons des pesticides? Oui, nous avons envisagé avec les missions de suivi, nous avons observé, même si les plantes n'ont pas été détruites, nous avons quand même observé quelques petites attaques sur des plantes en champ. Et nous nous sommes dit, OK, bien que ces plantes n'aient pas été entièrement attaquées, il faut quand même, pour les prochains projets, les traiter. On a utilisé quelques pesticides au niveau de la pépinière pour les pesticides, malheureusement chimiques au niveau des pépinières, mais en champ, pas encore. Pour le développement du prochain projet dans la vision 2020-2022, nous avons envisagé d'utiliser des pesticides bio, c'est-à-dire faits à base de la matière organique. On a des espèces dans le nord, je pense par exemple au Nîmes, à l'espèce Nîmes, qui peuvent être des pesticides. Il sera question de mobiliser les populations et les former à la fabrication de ces pesticides pour que les producteurs puissent utiliser eux-mêmes ces pesticides pour traiter les champs. Du coup, l'objectif est de passer sur des traitements organiques et créés par les populations elles-mêmes pour qu'elles puissent être en autonomie de gestion de leurs anacardiers. Et derrière, en fait, il y a plein d'autres choses qu'on va pouvoir faire autour de la filière, autour du développement de la production des noix de cajou, puisque par exemple, les abeilles vont être un pollinisateur très important pour la noix de cajou. Donc, il y a beaucoup de choses à créer, à construire avec les communautés locales. Il y a une question qui est super intéressante, René, qui est comment est perçue votre démarche par les villageois? C'était quoi leur retour? Autour d'une histoire racontée et d'expériences apportées par ceux qui se sont déplacés dans la région de l'extrême nord où cette affaire d'anacardier a pris de l'ampleur avec déjà des retombées économiques énormes. Les populations sont émerveillées et ne chantent que le nom de l'anacarde. Ils en veulent. Ils veulent l'anacardier chez eux. Ils sont très contents. Chacun veut planter de l'anacarde. Déjà que ça sert de pomme. On a eu quelques producteurs qui ont testé l'anacarde, qui ont bien donné. On a été heureux de déguster cela avec eux voilà, chez eux, quoi. Donc voilà, c'est un sentiment voilà, de bienveillance. Ils sont contents de pouvoir accueillir ce projet et d'attendre les retombées plus tard.
Il y a une question sur est-ce qu'on a besoin de bras au niveau de Planète Urgence pour replanter? Alors, je vais répondre tout de suite, c'est non. Je l'ai vu, malheureusement. Bras pour replanter. Ce n'est pas le travail de Planète Urgence. On a, en fait, Planète Urgence a deux activités. Une activité de volontariat, et donc le volontariat notamment sur de l'apport de compétences. Donc, potentiellement, dans le projet, on pourrait avoir besoin à un moment de compétences, notamment sur la structuration des filières économiques. Donc, les personnes qui partent en congé solidaire, en mission solidaire, pour apporter du savoir sur cette partie-là. Mais par contre, sur la plantation en tant que telle, il n'y a pas d'intérêt à ce que des Français aillent planter des arbres à l'autre bout du monde. Et surtout, c'est très important que ce soit les populations riveraines elles-mêmes qui se mettent en route pour planter elles-mêmes les arbres. Parce que quand on aime quelque chose, parce qu'on a travaillé dessus, on va plus le protéger et on va s'en sentir responsable. Donc, c'est très important que les plantations soient faites par les locaux. Toc Toc, sera-t-il possible de faire une extension de votre projet à une autre région? René. Ah, attends, René, on ne t'entend pas. Voilà, c'est bon, normalement. Oui, vous m'entendez là? OK. Donc, je disais que c'est possible. Il y a énormément de besoins dans les 3 régions septentrionales. La région de la Damawa, la région du Nord où nous sommes et la région de l'extrême Nord où on est assez avancé dans la culture de l'anacardier. Oui, c'est possible qu'on puisse étendre nos projets, mais il faut que les besoins viennent de la base. Il ne restera pas à nous d'aller vers les producteurs et de leur dire, nous on vient avec l'anacarde. On a des partenaires on a d'autres ONG en dehors du CERAF, on a d'autres ONG, on a même des entreprises. African Commodity, pour ne pas faire sa publicité, qui est dont le siège est basé en Suisse, est véritablement implantée dans la culture de l'anacarde et qui a des usines, je peux dire, de transformation. Ils ont installé tout un circuit de commercialisation pour ravitailler l'Europe et l'extérieur. Donc, c'est une filière d'avenir. Pourquoi pas si nous sommes sollicités ailleurs. Et sachant que nous, notre métier chez Planète Urgence, ça ne sera pas de faire toute la partie commercialisation et filière. Ça, l'idée, c'est d'arriver à trouver les bons partenaires pour les communautés locales pour qu'elles puissent revendre leurs produits à un bon prix avec un bon niveau de qualité. Donc, on va aider les populations locales à se structurer en termes de gouvernance, en termes de prise de décision, en termes de capacité. Mais ce n'est pas nous qui allons faire la revente derrière de la noix de cajou. Il y a tout un métier qui n'est pas celui de Planète Urgence ou qui demande des vrais investissements d'usine, comme disait René. Et donc là, on est en train de regarder avec des partenaires comme African Commodities. Il y a une question qui est, qu'en est-il de la filière à créer, les coopératives, etc. Donc c'est ça. L'idée, c'est que nous, on va aider les producteurs à produire des bons produits et à être en capacité de les revendre au bon prix. Mais derrière la filière, ce n'est pas nous qui nous en occuperons. Par contre, on est en relation déjà avec les acteurs locaux. Et donc, l'exploitation des noix, effectivement, les noix de cajou, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des coquilles. Donc, il y a une première coquille et il y a une petite surépaisseur. Cette partie-là, elle peut être toxique à gérer en termes de gestion et de production. Et donc, cette partie-là, nous n'en occupons pas, nous, ni les communautés locales. Les noix sont envoyées pour la partie commercialisation. Donc, on ne va pas gérer cette partie plus compliquée. Je pense qu'on a fait un gros tour des questions. Il y avait une question aussi sur la diversification. Donc, René a fait le point sur... On a aujourd'hui une espèce uniquement d'anacardier qui a été plantée en 2019. L'objectif, donc c'était un test, l'objectif pour 2020-2022, c'est d'aller bien au-delà en termes de biodiversité et avec des espèces endémiques pour avoir déjà une relation biodiversité plus forte et aussi ouvrir des opportunités pour les communautés locales diversifiées. Je vous propose de clôturer cette liste de questions-réponses et ce moment questions-réponses. J'espère que ça vous aura été utile et que vous avez
eu le sentiment que c'était effectivement un moment de respiration pendant le confinement. On reste à votre écoute, si vous avez des questions, si vous souhaitez échanger sur ce projet-là ou sur un autre. Et puis, n'hésitez pas à nous donner votre avis sur le webinaire. C'est la première fois qu'on faisait ça, donc nous pourrons peut-être renouveler l'expérience si vous pensez que ça a été utile. Vous faire voyager sur d'autres géographies, à Madagascar par exemple, ou en Indonésie où on a des programmes à forte envergure sur l'environnement et le développement. Donc prenez soin de vous et puis à très bientôt et merci d'avoir suivi ce webinaire. Merci, bye bye. Merci à tous.